Bonjour et bienvenue sur notre quatrième vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une entreprise qui est en lien avec un événement qui revient tous les ans. Le 49.3. Non, on a dit qu'il revient une seule fois tous les ans. Ah, zut. Donc c'est Interflora parce que c'est en lien avec la Saint-Valentin. Et donc Interflora, c'est une entreprise qui voit ses racines débuter en 1908. C'est un regroupement d'acteurs et d'actrices qui, au fur et à mesure du temps, ont créé l'entreprise Interflora en 1948. Et on parle d'Interflora, mais parce que c'est comme ça que c'est connu en France, mais en fait ça regroupe plus largement Interflora, Fleurop et FTD. Et cette entreprise, elle est gérée par Éric Ledroux, qui est basé à Lyon, pas très loin en France, quoi. Pour vous donner une idée de la taille de l'Interflora, c'est un groupe qui emploie 350 personnes à travers le monde, mais surtout qui travaille avec 45 000 fleuristes partenaires répartis dans 145 pays, dont à peu près 5 000 en France. Et c'est à peu près 30 millions de bouquets vendus dans le monde et à peu près 1,7 million en France. Et concrètement, c'est quoi le concept d'Interflora? Le concept, c'est de mettre en lien des fleuristes avec des clients, même si Interflora a son propre atelier proche d'Orléans. Et tout ça, ils le font 7 jours sur 7, même les dimanches et les jours fériés. Et ils sont aussi connus parce qu'ils permettent de livrer en à peu près moins de 4 heures. Et ça, même à Bourguigneuf, perdu au milieu de la Creuse. Et on en profite pour préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est Interflora, on peut regarder la stratégie. La première chose qu'on voit, c'est leur raison d'être, et leur raison d'être, c'est d'être le messager de vos émotions. C'est pour ça qu'on voit le petit bonhomme Hermès avec un bouquet, parce qu'en fait Hermès, c'est le messager des dieux dans la mythologie grecque, ou Mercure dans la mythologie romaine. Et moi, ce truc de partage d'émotions, ça me fait vraiment penser à notre dernière vidéo sur Histoire d'or. Racontez vos histoires avec de l'or. Alors si vous savez pas de quoi je parle, foncez regarder la vidéo. Bon, après celle-ci, évidemment. On y parle de bijoux, mais pas que, d'exploitation humaine, d'enfants soldats, de destruction du vivant, bref, tout ce qu'il faut pour passer une super Saint-Valentin. Bref, pour revenir à la stratégie Interflora, on est donc allé sur le site pour trouver des informations. Alors là, déception. Un peu comme d'habitude, on va pas se mentir. On trouve rien. C'est-à-dire que dans les onglets en haut, il y a rien, c'est que sur les produits, sur les promos et cetera. Donc en fouillant un petit peu, on a vu tout en bas, dans la partie à propos, un onglet qui envoie sur le programme durabilité. Mais c'est quand même vraiment en cherchant qu'on trouve des informations. Et donc en cliquant dessus, on arrive sur une autre page qui nous donne leurs engagements. Donc réduire l'impact environnemental de nos activités, promouvoir l'approvisionnement responsable, évoluer vers une économie circulaire, communiquer et être transparent. Tout ça, ça semble génial, mais malheureusement, c'est pas illustré, il n'y a pas de propos, il n'y a pas de contexte qui nous permettent de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils font pour ces engagements-là. Sur cette page, on retrouve quand même une information importante, c'est qu'ils ont fait une analyse de risque sur leur activité. On retrouve par exemple des risques sur les déchets plastiques et les emballages, des risques sur les pesticides, des risques sur les conditions de travail et des risques sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, pareil, ça a l'air intéressant, mais on n'a pas plus d'informations que ça, on ne sait pas ce qu'ils font concrètement. Donc là, si on se remet 2 petites secondes en arrière, ils nous parlaient de transparence dans leurs engagements. Et nous, ça commence à nous titiller un petit peu parce que la majorité des entreprises qu'on décrypte, elles nous disent qu'elles veulent faire de la transparence, mais c'est rarement mis en place concrètement dans les activités de l'entreprise. Et donc, heureusement, sur cette même page, quand même, on a vite trouvé un nouveau lien à cliquer pour pouvoir avoir accès à un rapport un peu plus conséquent avec un peu plus d'informations. Par contre, vraiment, les entreprises, s'il vous plaît, arrêtez de créer un labyrinthe pour trouver les informations. C'est vraiment pas normal. Surtout sur quelque chose d'aussi important, ça devrait être directement dans un onglet sur le site pour que tout le monde puisse y aller en un seul clic. Là, c'est beaucoup trop compliqué. Avant de continuer sur la stratégie et les actions mises en place par Interflora, on va regarder pourquoi le business des fleurs est si impactant d'un point de vue écologique et social. Et pour faire ça, on a regardé pas mal d'études, et notamment celle de Brut, qui est sous forme de vidéo, qui est super, donc on vous met le lien en description. L'un des premiers points qui est soulevé, c'est qu'il y a une grande différence entre les pays qui produisent et les pays qui achètent. Par exemple, le premier pays qui est producteur et donc exportateur de fleurs, c'est les Pays-Bas, suivi de la Colombie, l'Équateur, le Kenya et l'Éthiopie. Quand les pays importateurs, dont ceux qui achètent, sont les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas à nouveau, le Royaume-Uni et la France. Pour vous donner un exemple chez nous, sur la France, c'est 44 000 tonnes qui ont été importées de fleurs de tous les pays du monde l'an dernier. Donc il faut imaginer que ça fait énormément d'avions qui transportent des fleurs dans le monde, ou en camion, tout ça réfrigéré, ça fait un gros impact. Deuxièmement, un autre problème qui a été soulevé, c'est que les consommateurs, ils souhaitent avoir le choix de n'importe quelle fleur, peu importe la période de l'année. Ce qui fait que pour la Saint-Valentin, beaucoup de personnes souhaitent offrir des roses. Le problème, c'est que les roses, ça ne pousse pas en France pour la période de la Saint-Valentin. Donc on les importe du Kenya par avion ou par cargo, ou on les fait pousser dans des serres surchauffées aux Pays-Bas qui consomment beaucoup d'énergie. Et dans les deux cas, ça vient émettre beaucoup de CO2. Pour vous donner des ordres de grandeur, un bouquet d'une vingtaine de roses, ça émet à peu près en CO2 l'équivalent d'une voiture qui va rouler pendant 5 ans jusqu'à 170 km en fonction de la provenance, et c'est à peu près 5 à 23 repas en fonction de ce que vous mangez. Donc c'est énorme, tout ça pour jeter les fleurs quelques jours après.
Troisièmement, et alors ils ne sont pas rangés par ordre d'importance, mais pour nous le troisième est particulièrement important, même si les autres le sont évidemment aussi, on utilise beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de pesticides que pour les fruits et légumes. Pour vous donner une idée, c'est jusqu'à 1000 fois plus de pesticides qui sont utilisés lors de la culture par rapport aux fruits et légumes, et ça fait jusqu'à 40 pesticides retrouvés en résidus sur les fleurs lors de vos achats. Ça donne envie de les renifler, hein, le ça sent bon. Brrr. Alors oui, bien sûr, vous n'allez pas les manger. Miam! Un beau pissenlit! C'est sûrement le dernier de la saison. Généralement, les bouquets de fleurs, ils vont pas durer très longtemps, vous ne les aurez pas proches de vous longtemps. Par contre, ça pose des questions pour les personnes qui bossent dans les champs, qui épandent ces produits ou qui sont à côté, et pour les fleuristes. Disons que si vous bouffez des fleurs, vous risquez de les bouffer par la racine, quoi. Oh my god! Oh my god! Le problème, c'est que nous, consommateurs, consommatrices, nous avons des exigences très élevées concernant l'esthétisme des fleurs. De la même manière, les cultivateurs, les cultivatrices ont des exigences sur le nombre de pétales, la couleur, etc. Et ce qui fait qu'on utilise beaucoup de pesticides. Pour les fleurs qui poussent hors Europe, ces pesticides sont parfois interdits en Europe. Et pourtant, quand on les achète, ces produits se retrouvent en Europe. Pour les connaisseurs, on va retrouver l'éperon ou l'éperonne par exemple, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais aussi du TOG3 ou du goldazime. Trois substances qui sont supposées ou prouvées cancérigènes et qui du coup sont interdites en France et en Europe. Par contre, vous pouvez quand même les retrouver sur les fleurs que vous reniflez, puisque quand vous les importez, c'est pas interdit. Et il faut savoir que la fleur qui a le plus de pesticides, c'est la rose. Et tout ça, ça a des conséquences très concrètes et très directes. Par exemple, en France, vous avez peut-être entendu parler de Amy, une petite fille morte à l'âge de 11 ans d'une leucémie, donc un cancer de la moelle osseuse. Amy, eh ben, c'est une fille de fleuriste. Sa mère, quand elle était enceinte, travaillait encore avec des fleurs autour d'elle et elle a inhalé des pesticides. Il y a eu un lien qui a été reconnu qui fait que ces pesticides ont généré la leucémie de Amy. Sa mère a porté plainte et a essayé d'avoir des réponses de la filière, mais silence radio de la filière, silence radio des syndicats, et la justice n'a pas jugé pertinent d'indemniser sa mère. Quatrièmement, et pour finir, il faut savoir que la culture des fleurs consomme énormément d'eau. Un bouquet de roses consomme entre 1 à 8 mètres cubes d'eau. C'est énorme. Un Français moyen, c'est à peu près 4,5 mètres cubes d'eau par mois. Donc la comparaison est quand même impressionnante. Et ça pose des questions par rapport aux pays, notamment les pays par exemple d'Afrique, qui ont très peu d'eau et qui privilégient ces cultures parce que ça rapporte de l'argent au détriment des populations locales. Donc, comme on vient de le voir à travers ces 4 points, la culture des fleurs, elle est très impactante. Que ce soit au niveau de l'énergie, en faisant pousser des fleurs sous des serres surchauffées, au niveau carbone avec des fleurs qui viennent de très loin, au niveau de l'utilisation des pesticides qui viennent détruire la santé des personnes qui travaillent dans le milieu, et même la biodiversité, hein, puisque les pesticides viennent détruire toute vie autour de ces fleurs-là, ou encore au niveau de la consommation d'eau. C'est vraiment important, c'est un impact énorme, et il est vraiment temps de repenser ce business. Maintenant qu'on sait tout ça, allons voir du coup la stratégie d'Interflora pour voir comment ils s'engagent sur ces sujets. Et on vous rappelle, ils s'engagent sur 4 piliers. Donc, si vous vous rappelez, hein, on avait trouvé un autre lien sur leur page où on pouvait aller voir leur Sustainability Framework. Et le problème, justement, c'est que c'est en anglais. Et on a beau cliquer sur le drapeau français, on revient sur la page d'accueil, mais on n'a pas les informations en anglais, donc c'est pas hyper accessible. Dans la première partie, on va retrouver les mots du PDG, qui vient nous reparler des différents piliers de la stratégie, mais surtout qui vient avec des mots assez forts de changement de pratique, changement de modèle, repenser les habitudes. Bref, des choses très encourageantes, mais à date, ça reste que des mots. On va voir dans la suite. Et dans le deuxième onglet, on a l'histoire d'Interflora. Donc là, vous avez plein de détails en fonction des années. On vous laissera aller voir si ça vous intéresse. Le troisième onglet, c'est pour leur stratégie From Farm to Bouquet, donc de la ferme jusqu'au bouquet, pour expliquer le chemin de la fleur. Donc des cultivateurs, des fermiers, puis les distributeurs, puis les fleuristes, puis jusqu'aux clients. Leur quatrième onglet, c'est celui qui va le plus nous intéresser parce que c'est la Sustainability Strategy, donc la stratégie sur l'environnement, etc. Et donc là, c'est ce qui nous rassure, c'est que c'est le plus long. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Et le dernier, c'est celui sur le futur. C'est du blabla. Le but ici, c'est de dire qu'ils vont s'améliorer continuellement pour faire changer les pratiques de l'industrie, mais c'est tout, donc on va aller voir si c'est réel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un résumé des principales actions, parce qu'il y a beaucoup d'informations et on n'aura pas le temps de tout faire, sauf si vous avez 8h30 devant vous à peu près. Donc on va faire ça, et si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. Le premier point à mentionner, c'est qu'on n'a aucune information sur les partenaires d'Interflora, que ce soit les cultivateurs, les distributeurs, les fleuristes.
On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, de la manière dont ils travaillent, l'énergie qu'ils utilisent, la quantité d'eau, les pesticides, tout ça reste très flou et pourtant Interflora met en avant que, notamment par exemple les fleuristes, ce sont les meilleurs. Donc là, on doit les croire sur parole parce qu'on n'a aucune information de comment ils sont sélectionnés et comment cette qualité est maintenue dans le temps. Ça reste pas du tout transparent. Un autre point, c'est qu'ils mentionnent pas mal de labels qui sont plutôt reconnus et plutôt influents dans l'univers des fleurs. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations. Par exemple, ils ont pour les fermiers et les fermières le label MPSA. Pour les distributeurs, ils ont les standards FSI 2025 ou pour les fleuristes, le Sustainable Florist. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de quel périmètre ça prend en compte, de qui l'a vraiment, de quelle proportion il y a vraiment, et de quel standard, à quel standard ils répondent, et quelle classification ils peuvent avoir, par exemple. Autrement dit, ils mentionnent des labels, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils en font. Et ils n'ont pas l'air d'être à la hauteur des enjeux. Et donc là, vous pourriez vous dire que, en fait, si, ils ont des labels et ça leur permet de garantir que vraiment leurs prestataires, ce sont les meilleurs. Mais en fait, c'est pas si facile que ça, parce que leurs partenaires, on les connaît pas, et les labels, on ne sait pas comment ils les utilisent. Donc au final, dans le fond, on ne sait pas trop ce que ça garantit, quoi. Parmi tous les labels qu'ils ont, on aimerait aussi parler de celui qui s'appelle Fairtrade, parce que c'est celui que vous allez retrouver sur des produits, que vous allez voir visuellement. Donc on pense que c'est important de vous donner un peu de contenu. Donc ce label Fairtrade, comme le nom l'indique, Fair Trade, donc c'est pour garantir un échange juste, donc une transaction juste pour les producteurs, pour les cultivateurs, pour les fermiers, notamment des fleurs ici. C'est pour leur assurer un prix minimum et ça permet aussi de garantir des conditions de travail ou des conditions de transaction entre différents partenaires. Comme tous les labels, ils possèdent encore des axes d'amélioration. Par exemple, pour qu'un produit soit labellisé Fairtrade, il faut qu'au moins 20% de sa composition respecte les critères Fairtrade. Ce qui veut dire que si vous achetez un bouquet de 10 fleurs, si 2 respectent les conditions Fairtrade, le bouquet entier aura ce label. Là où Oxfam, par exemple, qui travaille beaucoup sur ces sujets, conseille plutôt un seuil à 50%. Donc il y a encore des pistes d'amélioration, mais malgré tout, il y a beaucoup de produits qui ne respectent même pas ce 20%-là. Donc privilégiez quand même un produit avec ce label qu'un produit qui n'aura pas ce label. Un autre point qu'on voulait mettre en avant, c'est que le groupe a des initiatives avec des objectifs ambitieux à échéance 2024-2025. Et je ne sais pas si vous savez, mais on est en 2025 et on n'a pas d'update sur ces avancées. Donc c'est un peu dommage. Par exemple, au UK, ils avaient pour ambition de former tous les employés et les fleuristes d'ici 2025. On est en 2025, on n'a pas de nouvelles. Fermez, moustache, je suis en retard. Et cet exemple du UK, il est assez représentatif parce qu'en Interflora, les initiatives sont majoritairement par pays. C'est-à-dire que il n'y a pas une cohérence globale de stratégie avec tous les pays ensemble. Et en plus de ça, c'est des actions qui sont majoritairement tournées vers les bureaux, ce qui laisse penser qu'il y a une sorte de position sur on ne peut pas aller demander ou imposer des choses à nos partenaires. Donc ça, c'est un petit peu dommage de se casser derrière ça. Oui, surtout qu'au final, effectivement, ils ne peuvent pas choisir à leur place, mais ils peuvent imposer des choses ou au moins leur demander des critères élevés. Sinon, ça montre que ce n'est pas très exigeant, pas très engageant par rapport aux enjeux. Pardon. Par exemple, pour les fleuristes, ils les encouragent à accentuer la présence de la provenance et de l'origine des fleurs sur les bouquets et les fleurs qu'ils achètent. Mais ça, ils pourraient l'imposer en fait. Ils pourraient très bien dire on n'achète pas vos fleurs s'il n'y a pas la provenance. Pourquoi ils ne le font pas, on ne sait pas, c'est pas précisé. À ce jour, il n'existe pas d'obligation légale de mentionner l'origine du produit. Pourtant, on voit que de plus en plus de fleuristes le font et permettent aux clients d'avoir plus d'informations. Un autre point important à mentionner, c'est qu'ils semblent avoir compris l'impact de leur business, mais ne veulent pas du tout le remettre en cause. Par exemple, dans la partie achat responsable, ils mentionnent l'énorme impact des serres chauffées et des fleurs qui viennent d'un avion de très loin, et ils disent que la meilleure solution, ce sont les fleurs locales. C'est trop bien ça. Ouais, carrément, sauf qu'ils disent qu'il n'y en a pas assez pour subvenir aux besoins. Ok, bon après peut-être qu'ils vont essayer d'aider cette filière des fleurs locales ou de faire changer les modes de consommation des consommateurs. Non, non, non. Ils disent rien de plus et du coup, pas très engagés pour vraiment le meilleur, quoi. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'ils disent qu'il y a des fleurs éthiques et responsables, qu'ils en sont conscients, qu'il n'y en a pas assez, mais que c'est pas leur faute, et que du coup, ils continuent à faire des choses pas top. Ouais, c'est ça, c'est ça. On continue d'aller dans le mur. Super. On aurait pu s'attendre à avoir des réflexions sur les business models dans leur troisième pilier, qui est se rapprocher d'une économie circulaire. Mais alors pas du tout, c'est une grosse blague, c'est-à-dire que dans le monde des fleurs, économie circulaire, on penserait fin de vie, peut-être économie de fonctionnalité. Pas du tout. Là, ils nous parlent que de packaging. Alors oui, c'est super important, hein. Le packaging, ça reste bien de le travailler. C'est très bien de passer du plastique à du papier ou du carton FSC, mais c'est pas du tout ça qui va faire qu'Interflora va devenir une entreprise circulaire. Pour information, les 7 piliers de l'économie circulaire donnés par l'ADEME sont les suivants. Le premier, c'est l'approvisionnement durable. Le deuxième, c'est l'éco-conception.
Puis en 3, l'économie de la fonctionnalité, par exemple louer un sapin de Noël en pot au lieu de l'acheter. Le 4, la mutualisation des flux, matière, énergie, infrastructure. Le 5, une consommation responsable. Le 6, l'allongement de la durée de vie des produits. Et le 7, la gestion des déchets et de la fin de vie. Autrement dit, ça ne se résume pas du tout au packaging. Pour changer un peu de sujet, on allait voir les réseaux sociaux, principalement LinkedIn et Instagram. Et on n'a pas grand-chose à dire dessus, parce qu'ils ne postent pas si souvent que ça finalement. Et pour une entreprise qui a des engagements sur la transparence et sur la sensibilisation de ses clients, ben, ça serait bien qu'ils soient un peu plus présents sur les réseaux. Et surtout, on voit notamment sur Instagram qu'on ne revoit pas leurs engagements. Par exemple, ils ont des posts où ils vont dire la fleur du mois, c'est celle-ci. Et juste après, il va y avoir un jeu pour Instagram pour choisir le bouquet. Et dans tous les bouquets proposés, il n'y a que des roses, principalement des roses. C'est un peu surprenant. Et en plus de ça, comme très souvent, ça manque beaucoup de diversité sur ces pages LinkedIn et Instagram, principalement Instagram, puisqu'on se retrouve encore une fois avec des blancs, principalement CSP+, vu leur look et leur habit. C'est un petit peu dommage, ça manque d'inclusivité. Et sur la diversité et l'inclusion notamment, on n'a pas d'infos par rapport aux employés, par rapport à l'épanouissement au travail. En fait, ça reste un peu opaque. Donc on aimerait bien avoir le retour des employés si jamais vous bossez là-bas. Écrivez-le en commentaire si jamais vous avez des infos. Donc avec tout ça, on voit que actuellement, Interflora ne sont pas vraiment au niveau des enjeux écologiques et sociaux, et ils ont un gros coût écologique et social, justement, pour faire leurs produits et leurs services. Donc on s'est posé la question si c'était quand même de qualité, et ils nous mettent en avant une enquête Ipsos qui date de 2016, qui donne 97% de notoriété auprès de ses clients. Donc il faut croire que ça a un petit peu évolué, parce que sur Trustpilot, maintenant, c'est pas vraiment les mêmes avis, avec beaucoup de problèmes de livraison et de taille de bouquet, par exemple. Donc c'est une raison de plus, finalement, pour se réinventer au niveau du modèle qu'ils utilisent actuellement. Bon, maintenant qu'on a vu leur stratégie et l'impact des fleurs, allons voir leurs produits. Ça va être intéressant de voir si on retrouve leurs engagements, leurs ambitions. Spoiler, nope. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose du tout, quoi. Ça veut dire que vous avez l'info si ça vient d'un fleuriste ou d'Interflora directement. La composition vague du bouquet, mais c'est à peu près tout. Aucune info de la provenance, de ce qui a été fait dessus. Bref, rien du tout, quoi. En regardant les produits, on remarque qu'il y a souvent écrit En regardant un peu plus les produits, on se rend compte qu'il y en a certains qui proviennent de leur atelier à Orléans. Donc ces bouquets, on aimerait un peu savoir quelle proportion ils représentent. Parce que parmi les 1,7 million de bouquets chaque année en France, combien viennent de ce fameux atelier dont on ne sait rien? D'ailleurs, c'est un petit peu étonnant parce que c'est quand même leur atelier. Donc s'il y en a bien sur qui on pourrait avoir des photos, des informations, c'est bien celui-là. Donc c'est un peu décevant. Bon, vu qu'ils ne donnent pas beaucoup d'informations, on a fait un test, on a pris les produits qui sont en vente pour la Saint-Valentin, donc dans la catégorie Saint-Valentin pour cette année 2025, et il y a 2 tiers des produits qui sont vendus directement par les fleuristes. Un tiers vient des ateliers de Interflora à Orléans. Mais à part ça, on n'a vraiment pas plus d'infos, on n'a pas la quantité, on n'a pas d'image, on n'a pas de photo, on n'a rien, bref, on repassera vraiment pour la transparence. Et tant qu'on est sur les produits qu'on s'offre à la Saint-Valentin, il y a un petit sujet quand même de sexisme, puisque vous avez des catégories cadeaux femmes, cadeaux hommes, et dans les catégories femmes, vous allez retrouver des fleurs avec des petits nounours qui écrivent «Je t'aime», alors que dans la catégorie hommes, vous avez des fleurs avec une bouteille de vin, ou un pack de bière, ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est un petit peu encore trop sexualisé et trop binaire, bleu-rose, on est en 2025, ça serait bien que ça change un peu, quoi. Bon, c'est le moment du verdict. Et comme vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, on ne peut pas leur enlever, Interflora, ils font des choses. Ils ont des initiatives, ils ont des démarches, ils essayent d'encourager leurs partenaires, et surtout, ils ont compris là où ils avaient un impact au niveau de la planète. Et malgré cette compréhension, ils n'ont pas vraiment envie de changer leur business. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers une entreprise à visée régénérative. Ils font un peu mieux, mais ils ne le font pas différemment. Ils n'essayent pas de se réinventer. Et nous, un des trucs qui nous énerve le plus, c'est ce manque de transparence. Comment on peut, encore une fois, annoncer de la transparence et derrière donner si peu d'informations? Mais donnez-nous de la data, donnez-nous de l'info, donnez-nous quelque chose à croquer, qu'on puisse vraiment se faire une idée de ce que vous faites. Et c'est vraiment dommage parce qu'on voit que malgré les initiatives et malgré des employés engagés, le groupe, et donc la stratégie définie par les hauts managers, n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que l'entreprise ne permet pas de garder les conditions d'habitabilité de la planète Terre, ce qui est quand même vraiment triste. Du coup, comment on fait pour pouvoir acheter des fleurs sans défoncer la planète? Vous l'avez sûrement déjà compris, il faut acheter des fleurs locales et de saison. Si vous pouvez les acheter bio, c'est encore mieux, mais la filière étant très concurrentielle, le bio n'est que très peu développé. Donc si vous en voyez sauter dessus, c'est mieux pour votre santé et vous soutenez la filière. Et si vous êtes au beau milieu de l'hiver, vous pouvez toujours opter pour un magnifique bouquet de fleurs séchées. Il va durer bien plus longtemps, c'est toujours une bonne option.
Et pour les fleurs locales, vous pouvez aller sur le site du collectif de la fleur française. Il recense à peu près 650 acteurs et actrices locaux. Donc, ça veut dire que vous pourrez trouver quelqu'un proche de chez vous et ça, c'est super de pouvoir les soutenir parce qu'ils ont du mal face aux mastodontes à se faire connaître et à gagner leur vie. Et vous pouvez également aussi opter pour des fleurs en papier. Vous pouvez les acheter ou les faire vous-même. Il y a vraiment des rendus incroyables. Mais vous pouvez aussi sortir des fleurs et faire quelque chose comme un dessin, par exemple, ou un objet différent, un truc en crochet, mais pourquoi pas surtout une lettre d'amour à l'ancienne. Et vous inquiétez pas, l'effet, il est garanti et ça dure dans le temps. Vous ne le balancerez pas à la poubelle dans 10 jours comme un bouquet de fleurs. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris ce que fait ou ne fait pas Interflora. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt, mais vous pouvez nous retrouver en attendant la prochaine vidéo sur Instagram et sur LinkedIn. Venez nous soutenir, ça nous donne de la force et ça nous permet de gagner en visibilité, on en a vraiment besoin. Et voilà, c'est tout pour nous. Donc on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et d'ici là, n'oubliez pas, consommez moins, consommez mieux. Salut! C'était vraiment Galère. laborieux. Ok, on refait.